Bonjour tout le monde, bon matin. Tranquillement, pas vite, pendant que les gens se connectent, on va débuter. Je vais me présenter, puis bienvenue à ce deuxième webinaire. On est très, très content et contente que vous soyez là. Alors, je me présente rapidement. Je suis Marie-Philippe Gaudreault, je suis conseillère au virage numérique pour le nouveau projet Virage numérique Port-Neuf. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, puisque c'est un nouveau projet là, en collaboration avec la MRC de Port-Neuf, on accompagne les entreprises dans la région de Port-Neuf dans leur virage numérique. Donc, on offre un accompagnement qui est personnalisé et gratuit. Puis, on les aide là, dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Puis, on vous met évidemment un lien vers notre nouveau site Internet dans le chat si vous voulez aller jeter un coup d'œil à la fin de la présentation. Si l'accompagnement vous intéresse, écrivez-nous sans problème. Ça nous fera plaisir là, de vous répondre. Et puis, tout comme 100% numérique, dans le cadre du projet Virage numérique Port-Neuf, bien, on organise des webinaires gratuits ouverts à tous, toujours dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances qui pourraient vous être utiles dans vos projets numériques. Alors aujourd'hui, nous sommes très, très heureuses de vous présenter ce webinaire pour la deuxième fois en collaboration avec 100% numérique. Alors Pascal, je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Donc, mon nom, c'est Pascal Bisson. Je suis conseillère aussi au virage numérique, mais pour le projet de 100% numérique. Donc, 100% numérique, c'est le volet d'accompagnement de chez Québec numérique pour les commerçants locaux de la Ville de Québec. Donc, ce qu'on fait aussi au quotidien, un petit peu comme Port-Neuf, on accompagne, nous, des commerçants locaux dans leur virage numérique. Donc, que ce soit un projet, une analyse, un diagnostic de la présence en ligne, on fait un peu de tout ça avec tous les commerces qui ont pignon sur rue à la Ville de Québec. Donc, même chose pour aller voir notre site web qu'on va vous laisser dans le chat à la fin de la présentation. Donc, l'objectif avec nos webinaires, comme Marie-Philippe l'a dit, c'est vraiment de vous aider à acquérir des nouvelles connaissances qui sont en lien principalement avec le virage numérique, mais ce mois-ci, on a décidé aussi de déborder un petit peu de notre mandat principal parce qu'on est très conscient au fil de nos accompagnements que le recrutement, c'est un enjeu majeur pour beaucoup de petites entreprises et de plus grandes aussi, mais notre public principal, c'est bien sûr les petites entreprises. Donc, aujourd'hui, on va parler de recrutement avec un petit volet numérique sur comment est-ce qu'on peut utiliser les beaux outils numériques qui sont à notre disposition pour faciliter ce recrutement-là, puis aussi s'assumer en tant qu'entreprise sur le web. Donc, pour en parler plus en détail avec nous, on est très content d'accueillir deux invités de chez Job Illico. Donc, Stéphane Jean, qui est avec nous, chef marketing chez Job Illico, et Julien Gendron, directeur des ressources humaines, toujours chez Job Illico. Donc, je vais faire un petit sommaire des détails techniques. Donc, vous savez qu'on est en mode webinaire, donc les participants, vos caméras et vos micros sont fermés, mais n'hésitez pas tout au long de la présentation à nous écrire vos questions dans le chat. Stéphane et Julien vont jeter un petit coup d'œil en même temps puis s'assurer de répondre au fur et à mesure de leur présentation si vous avez des questions. Et sinon, Marie-Philippe et moi, on va être de retour, bien sûr, à la fin de la présentation pour la conclusion et la période de questions. Donc, il y aura une autre petite période de questions à la fin là, pour faire un sommaire de ce qu'on aura discuté. Donc, merci, Julien et Stéphane, d'être avec nous ce matin. Et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci, ça fait plaisir d'être là. En fait, je vais partager mon écran, Stéphane. Je vais te laisser faire ton introduction pendant ce temps-là. Bon, ben, écoute, je me présente. Là. Merci Pascal. Merci. Voyons, j'oublie ton nom. Il y a Pascal Bisson et l'autre. Je ne sais pas ton nom. Marie-Philippe. Ah, Marie-Philippe. Bon, merci Marie-Philippe. Merci Pascal de nous accueillir. C'est super trippant. On est bien content d'être là. Moi, mon rôle chez Job Illico, je suis entré chez Job Illico en mai 2014. Je pilote là, tout ce qui est marketing, communication, partenariat. Donc, avant Job Illico, j'ai passé presque toute ma carrière là, dans le monde du placement de personnel là, dans une firme qui s'appelle Adecco. Donc, j'ai vu, là, je suis né de l'époque Adecco là, dans les années 90, fin 90, et j'ai piloté le marketing et les communications pour cette firme-là partout à travers le Canada pendant presque toute ma carrière. Par la suite, j'ai pris un petit moment entre les deux, entre Job Illico et Adecco. J'ai œuvré pour une firme qui s'appelait IDEA Conseil dans la région de Québec, qui est une firme qui regroupe plein d'entreprises, plein de dirigeants d'entreprises, où ça m'a permis de comprendre un peu toutes les réalités d'une entreprise au niveau 360.
Donc aujourd'hui, là, ça va me faire bien gros plaisir là, de vous partager là, tout ce que j'ai vu en termes de recrutement, puis comment faire face à tout ça, parce que je vous dirais que dans les 5 dernières années, là, ça a grandement évolué. Fait que, je vais vous partager plus de détails dans quelques minutes. Fait que Julien, à toi la parole. Ben, bon matin tout le monde, bon café, bonne fin de toast sur le coin de votre bureau si c'est votre cas. Mon nom est Julien, comme mentionné, je travaille chez Joblico. En fait, moi, j'ai arrivé après mon bac chez Joblico, puis j'ai évolué en même temps que l'entreprise, je vous dirais, depuis 2015. J'ai fait quelques rôles, puis maintenant, je suis en charge de tout ce qui touche ressources humaines de près et de loin, dont le recrutement, qui est une bonne partie de mon travail chez Joblico. Puis comme Stéphane mentionnait, c'est sûr que ça a évolué beaucoup dans les dernières années. C'est un sujet qui revient tout le temps, là. Pascal l'a mentionné dans les petites entreprises, mais les grandes aussi entreprises ont de la difficulté dans le recrutement. Fait que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce genre de difficultés-là. Donc, le ton de la conférence, c'est vraiment une vision du terrain. Qu'est-ce que Stéphane puis moi, on vit? Qu'est-ce qu'on entend aussi chez Joblico? C'est sûr qu'on est confronté à beaucoup d'informations et à beaucoup de difficultés des employeurs à recruter. Fait que ça se veut vraiment plus un échange. Puis on va essayer de ne pas faire un pitch de vente loin de là sur Joblico. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc voilà. Je vais arriver au plan de la présentation. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut mentionner, c'est un survol de l'aventure Joblico, faire un peu qui on est, mettre la base. Une réflexion sur qu'est-ce que c'est le consommateur d'emploi d'aujourd'hui. Également, un survol de la culture d'entreprise. On ne rentre pas beaucoup dans les détails, mais faire un peu qu'est-ce que c'est. La proposition de valeur, c'est là où est-ce qu'on va passer quand même beaucoup de temps. Ensuite, on va vous expliquer comment faire vivre la marque employeur qu'on a développée un peu plus tôt dans la présentation pour terminer sur l'effet Amazon. J'en dis pas plus, c'est une petite surprise qu'on vous garde ici. Puis, à la fin, comme Pascal mentionnait encore une fois, on va garder du temps pour de l'échange. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, peu importe, si vous avez envie de partager une expérience avec nous, on va pouvoir en discuter. Est-ce que j'oublie quelque chose, Stéphane? Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Surtout, ce qu'on veut réitérer, là, on n'est pas des conférenciers ni des formateurs professionnels. Ce qu'on vient vraiment vous livrer, là, c'est notre propre interprétation du terrain, de ce qu'on voit chez nos clients, de ce qu'on voit chez Joblico. Fait que, on ne prétend pas avoir la science infuse, là. Donc, on vient vraiment vous partager un peu tout ce qu'on voit, nos propres cicatrices là, quand on fait des bons coups, quand on a fait des moins bons. Fait que c'est vraiment ça qu'on vient échanger avec vous. Puis le mot échanger, super important, là, tout au cours de la conférence, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous dire « Ah, ça, je ne la comprends pas, pourrais-tu réexpliquer? Ah, pourrais-tu me donner un exemple concret? » N'hésitez pas, là, parce que nous, on va y aller au gré de vos besoins actuels. On veut vraiment que la conférence soit collée sur ce que vous vivez. Là. Fait que c'est moi qui prends la parole, Julien. Fait que grosso modo, les 3 prochaines slides, c'est simplement pour donner un peu une idée de Joblico. Là, vous devez sûrement avoir une bonne idée de qui on est, mais simplement pour un peu vous le rappeler. Là, Joblico, on est né en juin 2010. C'est en juin 2010 que la première plateforme a été lancée au Québec, mis online, comme on appelle. Là. C'est une plateforme, c'est une entreprise qui a été créée par deux jeunes entrepreneurs là, un peu fous de la Rive-Sud de Québec à Bellechasse qui ont participé là. Et l'idée de base de Joblico à l'époque, c'était de recréer un salon d'emploi, mais un salon d'emploi qui serait annuel. Le jeune fondateur Nicolas et son collègue Serge se disaient « Ah, c'est le fun les salons d'emploi parce que tu as accès aux entreprises, tu vois les recruteurs, tu vois des photos, tu vois des produits que les gens amènent sur leur table dans leur kiosque. » Ce qui est dole, par contre, c'est que tu as accès à ce salon d'emploi-là seulement une fois ou 2 par année. À cette époque-là, peut-être que c'était moins fréquent qu'aujourd'hui. Fait qu'ils ont comme voulu profiter de l'émergence du web pour donner vie à un salon d'emploi virtuel tout au cours de l'année. Fait que Joblico, ça a parti de cette petite étincelle-là, tout simple. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est 80 employés, on a desservi près de 10 000 entreprises et plus. Aujourd'hui, là, on a facilement 5 000 entreprises, là, membres actifs de la plateforme là, qui recrutent au jour le jour avec nous autres. Tu peux même glisser à la prochaine slide, là, voyons, Julien, s'il te plaît.
Fait que, tu sais, on est, là, on est quoi? On n'est pas 10 ans, on est sûrement rendu à 10, 12, 13 ans. On a sûrement 12 ans, je pense. Et cet été, on a même été, on a eu une grosse histoire. Là. On a été vendu, on a quelque chose de beau qui nous est arrivé. Là. On a été acheté par la compagnie Iris Computer, qui est la plus grande conglomérat de logiciels entreprises au Canada. Là. Ils ont plusieurs divisions, là, dont des noms comme l'entreprise Acomba ou Axeo Solutions. Donc, vous connaissez peut-être ce genre de nom-là. Donc, maintenant, Jubileco fait partie de Iris Computer, une entreprise avec plein de milliers d'entreprises et de milliers de clients. Donc, on est bien content de faire partie maintenant de ce groupe-là. C'est un bel accomplissement pour toute notre gang chez Jubileco. On a des employés, principalement basés à Québec. Notre siège social est à Québec, là, sur Charest, dans le coin de Saint-Roch en bas. On a aussi une personne à Montréal, on a des gens à Toronto, on a une collègue qui est à Pittsburgh. On a maintenant des gens en Inde, Hitesh et Shafik, qui sont avec nous en Inde là, pour nous donner de l'expertise qu'on ne réussissait pas à trouver au Canada. Donc, on est bien content de qui on est devenu. Cette slide-là, qu'on appelle chef de file en technologie RH, je trouve ça toujours drôle de voir le mot technologie RH, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas tant dans le RH que ça. À l'époque, lorsque je travaillais dans le monde d'une agence de placement qui s'appelait Adecco, je pense que j'étais vraiment dans le monde des ressources humaines. Mais aujourd'hui, bien que nos clients sont des gens en ressources humaines qui recrutent, je considère Jubileco davantage comme une boîte vraiment web. On est vraiment une boîte là, où notre métier premier, nous autres, notre mission première, c'est de générer du trafic. Au même titre que Facebook, au même titre que tout site social que vous connaissez. Là. Et nous, notre principe, c'est qu'on doit générer du trafic pour les amener à considérer d'appliquer sur un poste. Fait qu'on est vraiment dans le métier du web. Vous allez voir les chiffres que je vous mentionne là, ils vont prendre encore plus de sens tout à l'heure dans la présentation, tout au cours de la présentation qu'on va avancer. Aujourd'hui, sur la plateforme, là, depuis qu'on a lancé la plateforme en 2010, on a inscrit tout près un peu plus de 3 millions de candidats inscrits. Donc, au Québec, c'est un peu plus de 2 millions. Là. On a environ 800 000, près d'1 million qui est en dehors du Québec. Donc, on a 2 millions de personnes sur la plateforme là, inscrites avec un CV. Donc, ça, c'est dans notre industrie, là, c'est vraiment gros. Là. Donc, on dessert, comme je vous disais, là, près de 4 000 entreprises au Québec et plus. La majorité ou la grande majorité des agences de placement sont membres chez Jubileco. Donc, ils vont recruter à partir de notre banque. Ils vont avoir accès à la banque. Donc, on est vraiment une source de candidats très, très, très important au Québec. 20 millions d'alertes emploi chaque mois. Ça, c'est les candidats, lorsqu'ils s'inscrivent comme candidats chez nous, ils vont sélectionner des emplois qu'ils recherchent. Ils ne reviendront plus nécessairement sur la plateforme. C'est les emplois qui vont être proposés à ces gens-là via courriel. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un alerte emploi. On en envoie environ 20 millions par mois. Pour montrer un peu le nombre d'informations, le volume d'informations qui est acheminé à ces candidats-là. Par mois, ça représente 3 millions de visiteurs sur le site. Ça, c'est énorme. Là. Au Canada, là, on est quand même dans les sites qui génèrent beaucoup de visibilité. Là. Fait que nous, là, pour générer 3 millions de personnes, là, il y a d'énormes stratégies et ressources financières et humaines qui sont déployées pour faire connaître notre marque, pour faire connaître les employeurs qu'on a sur la plateforme, leurs postes à combler. Puis le but, c'est de générer un maximum de trafic. Puis lorsque le trafic arrive sur la plateforme, lorsque le candidat arrive sur la plateforme, là, notre mission, nous autres, c'est de le garder le plus longtemps possible sur la plateforme. Fait que ça, c'est vraiment là, on veut que lorsqu'il arrive pour appliquer sur un poste, bien, on veut s'assurer qu'il applique sur le poste. On veut s'assurer qu'il dépose son CV, qu'il va s'inscrire comme membre, qu'il va s'inscrire aux alertes emploi. Donc, on peut vraiment maximiser le temps de cette personne-là ou son intérêt sur la plateforme. On a aujourd'hui on est revenu là, au même niveau d'emploi qu'on avait pré-pandémie. Donc aujourd'hui, on avoisine les 90 000 ou 100 000 emplois. Là. Vous avez sûrement vu qu'à la télévision, dernièrement, on a parti une campagne là, pour se mettre davantage devant les gens qui pourraient chercher un emploi. Donc, on est rendu à tout près de 90 000. Ça oscille là, au jour le jour.
Puis, au jour le jour également, on a environ, parmi les 4000 clients qu'on a, on a toujours 3-4 personnes d'inscrites par client. Là. Donc, c'est environ une dizaine de mille, 12 000 clients, 12 000 recruteurs qui, chaque jour, se connectent à la plateforme en live, ils l'ouvrent le matin, ils mettent leur poste à combler, ils vont voir les CV qu'ils reçoivent. Fait que c'est un outil, le recrutement, qui fait partie du quotidien de beaucoup d'équipes en ressources humaines. Là. Fait qu'on est vraiment rendu là. Fait que Jubilee c'est vraiment, je te dirais, j'ai regardé il y a quelques jours de cela, je n'ai parlé aussi à Julien, j'ai regardé sur Netflix l'émission Social Dilemma, là, où il explique comment Facebook fonctionne, comment les grosses plateformes de réseaux sociaux fonctionnent. Je vous invite à aller le voir, c'est super intéressant. Là. Mais Jubilee me fait un peu penser à ça, dans le sens où l'objectif est d'amener des gens à visiter et rester sur notre plateforme. Puis nous, on tente de convertir leur temps, leurs intentions pour pouvoir le revendre à des clients entreprises. Donc, c'est vraiment un monde, le web, très particulier. Puis c'est vraiment super passionnant. Fait que Julien, je pense que tu voulais un peu montrer un peu plus qui on est comme équipe là, avant de tomber dans le contenu. Oui, je vais passer très vite. Comme tu as mentionné beaucoup de points déjà, c'est simplement à droite, vous voyez des photos de nos équipes, c'est des vraies photos. Ça monte un peu le ton, assez décontracté. Une entreprise web, comme Stéphane l'a dit, on n'est pas en RH ou en recrutement ou placement de personnel, loin de là. On est plutôt comme un site de rencontre où est-ce qu'on met en relation employeurs et candidats pour créer le match parfait entre les deux. Puis à gauche, il y a un CV là, de Joblico que j'utilise parfois pour présenter à un candidat, par exemple, une approche LinkedIn, c'est que je lui envoie notre CV, faire un peu différent, piquer la curiosité. Fait que je vais déjà passer à l'autre diapo, Stéphane. Ah, c'est super. Puis, tu sais, la photo qu'on vient de vous montrer, où on voit les équipes, là, on a 3 étages dans un building à Saint-Roch, là, dans le même building qu'Ubisoft, là, puis LG2, on est dans ce building-là. Et puis, on avait, avant la pandémie aussi, des installations à Toronto. Maintenant, autant Québec que Montréal, que Toronto, que l'Inde, que Pittsburgh, on est tous en télétravail. Fait qu'aujourd'hui, prendre une photo de nos équipes là, telle qu'on l'a pris peut-être en 2018 ou en 2019, sur ce que j'ai vu, là, ça serait quand même assez compliqué. Parce que là, on est tous en télétravail, puis je pense que les gens aiment bien ça. Bon, ici, j'arrive avec une slide qui est un peu simple. Vous voyez, ça dit seulement « Le chercheur d'emploi n'existe plus ». C'est une phrase choc qu'on veut vous placer d'entrée de jeu dans la présentation, parce que la prochaine partie que je vais vous faire là va donner du sens à ce que Julien va vous revenir lorsqu'il va parler de marque employeur, de proposition de valeur, de stratégie de recrutement. Lorsqu'il va aborder ce point-là, c'est essentiel qu'on puisse vous passer le point du « le chercheur d'emploi n'existe plus ». Puis ça, c'est vraiment, là, je vais prendre bien le temps de vous l'expliquer. C'est pas long, c'est juste 2 slides, mais c'est un point qui, pour nous, est un déclencheur. C'est un point tournant dans le marché de l'emploi, à notre avis. Je vais vous présenter, je dirais, s'il n'existe plus de chercheur d'emploi, c'est qu'il y a peut-être un nouvel acteur qu'il faut considérer, il faut bien le connaître. Mieux on va le connaître, plus on va être en mesure de déployer des stratégies qui vont être en mesure d'aller l'accrocher, de saisir son intention, puis de l'amener à appliquer, puis de l'amener à se présenter en boutique ou dans notre usine pour une entrevue. Donc, c'est ça que je veux vous présenter aujourd'hui. Fait que Julien, n'hésite pas si j'oublie des petits coins, là, ça va me faire plaisir d'arrêter et de pouvoir le faire. Je vais me prendre une petite gorgée parce que je veux vraiment vous présenter quelque chose. Chaque fois que tu dis le chercheur d'emploi n'existe pas, j'ai juste envie de faire un tan-tan-tan. C'est un peu ça. C'est le seul commentaire que j'avais jusqu'à maintenant. C'est bien correct. Fait que pour nous, le chercheur d'emploi n'existe plus. Est un point tournant et on a cherché longtemps comment on allait appeler ce nouvel acteur-là. Puis pour le moment, là, le meilleur mot qu'on a trouvé, puis je vais vous l'expliquer, puis ça va prendre du sens, on l'a appelé le consommateur d'emploi. Pourquoi le consommateur d'emploi? Parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, je dirais que depuis, c'est un changement que j'ai beaucoup vu apparaître dans les 5, 7, je dirais les 7-8 dernières années, là, il y a une transformation profonde qui s'est passée chez le chercheur d'emploi pour qu'il devienne un consommateur d'emploi. Je vous explique pourquoi, à quoi il ressemble.
Vous allez voir, j'ai pris un petit emoji parce que c'est tellement maintenant partie intégrante de nos façons de communiquer, de mettre des petits visages sur nos textos, un petit visage triste, un petit visage souriant, un petit visage qui rit à chaudes larmes. Donc, j'ai pris l'emoji pour vous représenter un peu l'air du temps. Donc, le consommateur d'emploi aujourd'hui, c'est autant une fille, c'est tant quelqu'un de féminin que quelqu'un de masculin. Vous allez voir dans mes images, là, du côté foncé, je parle en elle, du côté vert pâle, je parle en il. C'est pour vous démontrer que le consommateur d'emploi, le nouveau profil que je vous présente, il touche à la fois les femmes et les hommes. OK? C'est à notre avis, de ce qu'on voit sur la plateforme, de ce qu'on voit quand on voit les candidats agir sur la plateforme, c'est que le consommateur touche plusieurs strates d'âge. Donc, ce n'est pas limité juste au millénium ou à la jeune génération qui arrive sur le marché du travail. Là. Il y a peut-être des niveaux d'intensité selon les différentes strates, mais selon moi, ça touche l'ensemble des strates d'âge. Donc, que ce soit le travailleur actif ou un chercheur d'emploi passif, quelqu'un qui commence à regarder de l'emploi, peu importe, je trouve que moi, vous allez voir ce que je vais vous présenter, ça touche l'ensemble des strates d'âge. C'est une personne qui est très intelligente. C'est un consommateur averti. Pourquoi averti, consommateur averti dans le domaine de l'emploi? C'est que maintenant, là, je vais faire la référence à l'achat de produits ou de services. Les gens qui vont magasiner un produit, je vais prendre l'automobile. Quelqu'un qui se cherche un automobile va arriver chez les concessionnaires vraiment outillé. Il va avoir été voir les vidéos sur YouTube de l'émission RPM, il va aller voir les reviews sur Google. Il va avoir parlé à son entourage à travers ses réseaux sociaux sur quels sont les véhicules qu'il conduit. Fait que quand la personne arrive chez le concessionnaire, là, il est vraiment averti, il est informé, il connaît précisément ce qu'il veut, puis il connaît précisément ce qu'il veut acheter. Fait que le consommateur d'emploi, si je fais référence maintenant au monde du recrutement, lorsque quelqu'un arrive pour se chercher un poste de soudeur ou arrive pour se chercher un poste dans une région X ou arrive pour évaluer un poste dans une entreprise Y, il va avoir fait cette démarche-là. Il n'arrivera pas aveugle. Et ça, peu importe le poste. Il va avoir fait beaucoup de recherches pour aller découvrir quel est l'employeur, quel est le poste, qu'est-ce que les gens en disent, connais-tu des gens là-bas. L'information est accessible pour lui. C'est facile de faire ça. C'est tellement facile que c'est rendu même dans son pattern. Il est habitué à faire ça en mode achat, il va le faire en mode recrutement, en mode se trouver un emploi. L'autre élément super important, là, super important là-dedans du consommateur, il a un téléphone cellulaire dans les mains. Ce que j'appelle un mobile. Là. Il a un cellulaire dans les mains, qu'il va consulter entre 25 et 100 fois par jour. C'est sa nouvelle fenêtre sur le monde. C'est sa façon de réfléchir. C'est sa façon d'aller chercher l'information. C'est sa façon d'interagir avec soit ses amis, son réseau, ou même des professionnels dans le cadre de son cycle d'achat ou de son cycle de recherche d'emploi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important, hein, parce que si je prends mon téléphone qui est juste ici, il a accès au monde à faire un appareil gros comme ça, un petit écran gros comme ça. Et vous allez voir plus tard, lorsqu'on va parler de stratégie de recrutement, que lorsqu'on fait une annonce, lorsqu'on fait un message, lorsqu'on invite quelqu'un à appliquer, il le fait à travers la majorité du temps quelque chose de gros comme ça. Fait qu'il va falloir qu'on considère que le panneau d'affichage qu'on a pour se dévoiler, là, il est vraiment, vraiment, vraiment gros. Le téléphone mobile, qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que c'est l'instantanéité. C'est instantané. Donc, il a accès à cette information-là rapidement, facilement. Fait que pour lui, là, c'est son mindset. Là, ramenez-vous dans Instagram, là, ramenez-vous dans vos comptes Facebook, là, puis dans vos réseaux sociaux pour vous consulter soir et matin, puis on le fait tous. Là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des photos, on voit des gens qui nous racontent une histoire qui ont fait le week-end. Donc, tout le mindset de ce qui nous fait triper lorsqu'on va là-dessus, se faire raconter des histoires, se faire montrer des vidéos, voir quelque chose de vrai. Ben, on sait que les réseaux sociaux, ce n'est pas souvent vrai, mais on a l'impression qu'on voit la réalité, c'est comme une télé-réalité. Là. Donc ça, ce que nous, on appelle le storytelling, est un élément extrêmement important pour le consommateur d'emploi.
Donc, lui, dans sa recherche d'emploi, là, son mindset, son cerveau va vibrer s'il rencontre ce genre de choses-là. Puis là, je vous dis ça, puis ça peut paraître très conceptuel, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment réel. Puis ça peut s'appliquer autant par la méga équipe de Desjardins qui va déployer ses stratégies de recrutement que par le restaurant du coin. Donc, il faut vraiment connaître ce consommateur-là pour aller plus loin. Dans les profils de cette nouvelle personne-là, c'est quelqu'un qui travaille pour s'accomplir. C'est quelqu'un qui va choisir un emploi, qui va choisir un employeur pour nourrir quelque chose qu'il recherche. C'est vraiment, l'employeur est devenu le produit. Fait que le consommateur d'emploi va consommer un poste, va consommer son employeur comme il consomme un produit. Puis tant que le produit répond, lui offre ce qu'il recherche, il va rester là. Puis il va continuer, puis il va s'engager, puis il va travailler super fort. Mais c'est vraiment une notion de produit. Ce n'est pas juste une notion de consommateur d'emploi, ce n'est pas simplement dans ces techniques de recherche d'emploi puis d'entrevue qu'il faut tenir compte de ce nouveau profil-là, mais c'est aussi dans la façon dont il consomme l'emploi. Vous allez voir, Julien a des exemples pour vous un peu plus loin. Le consommateur d'emploi ne cherche plus d'emploi. C'est l'emploi qui doit venir à lui. C'est l'employeur qui doit séduire. Puis là, je fais référence, là, tu sais, qu'on est tous, je pense qu'on est tous pas mal inscrits à des sites comme Amazon, puis on achète des produits, notre épicerie, des choses comme ça. Mais tu sais, quand on va sur Amazon, on recherche un produit. À mesure qu'on avance, l'algorithme nous propose des produits similaires, nous propose des packages qui vont... On achète un produit, il nous en propose 2 autres qui fit avec le premier produit. Fait qu'on est de plus en plus habitué à se faire offrir. On ne cherche plus. Et quand je dis le chercheur d'emploi n'existe plus, c'est un peu pour cette analogie-là. Le consommateur d'emploi, aujourd'hui, il s'attend à ce que l'information vienne quasiment vers lui. On le voit de plus en plus. Là, sur nos réseaux sociaux, on a l'impression qu'on discute d'un sujet en soirée avec des amis, puis quelques minutes après ou quelques temps après, hop, on va voir apparaître de la pub qui fit avec le sujet dont on a discuté. Donc, on est vraiment rendu dans cette ère-là. Donc, quand on est en mode recrutement, on doit penser plus être proactif que réactif. Donc, afficher un poste lorsqu'on a un poste d'ouvert, ça, c'est un mode réactif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en mode proactif? Quelqu'un qui veut travailler des grands projets, quelqu'un qui est, je dirais, quelqu'un qui est très sensible à sa relation avec les autres, surtout celle de ses supérieurs immédiats. Donc, je dirais que c'est davantage, je pense qu'à mon époque, au début des années 90, on avait moins de pouvoir, on était moins conscient de notre pouvoir ou de notre place. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui aujourd'hui est beaucoup plus important dans leur relation et dans leur capacité à juger d'un employeur. Évidemment, c'est une personne super engagée, puis c'est une personne qui, si elle vit quelque chose de super trippant, si le produit qu'elle consomme, si l'entreprise qu'elle consomme lui apporte ce qu'elle veut, c'est une personne qui n'hésitera pas à en parler en bien. Puis le bouche à oreille, je dirais viral, le bouche à oreille numérique là, à travers les réseaux sociaux ou autres, c'est excessivement puissant. Mais elle peut en parler en bien comme elle peut en parler en mal. Donc, c'est quelqu'un qui, on le voit là, dans une époque où les réseaux sociaux véhiculent beaucoup de choses, là, mais les gens aiment, les gens veulent paraître, veulent parler. Donc, si on a des employés bien engagés, ils peuvent devenir un outil pour nous extrêmement intéressant. C'est des personnes qui veulent de l'information authentique de manière rapide et instantanée. Donc, ils veulent trouver l'information rapidement parce qu'ils sont habitués de trouver l'information rapidement partout ailleurs. Donc, s'ils cherchent un emploi de soudeur dans la région de Portneuf ou de menuisier ou de représentant service à la clientèle pour une boutique quelconque, ils veulent l'information rapidement. Ils veulent que ce soit facile. Ils ne feront pas 2-3 pages sur Google pour trouver l'information. Ils vont regarder la première, à peine s'ils vont se rendre à la deuxième. Je ne suis pas sûr si des fois on se rend même à la 3e page de Google. Il faut vraiment vouloir quand on veut faire ça. C'est quelqu'un qui va beaucoup se référer à son réseau immédiat. Donc, les gens sur ces réseaux, dans ces réseaux, sont comme devenus sa principale source d'information.
Fait que la notion d'avoir des approches là, qui exploitent le réseau des gens dans nos organisations est extrêmement importante parce que c'est des gens qui vont beaucoup se fier encore davantage à leur réseau immédiat qu'anciennement. Évidemment, c'est des gens qui veulent beaucoup comprendre, ils veulent beaucoup participer, ils cherchent l'authenticité même dans la pub. Fait que dans les annonces comme telles, en anglais, on dit souvent « less is more ». Là. Donc, on est mieux d'avoir un minimum d'informations, c'est réel, c'est autant vécu par l'employé que par la... Mais tu sais, ils veulent l'authenticité, ils ne veulent pas se faire... ils voient rapidement quand c'est trop. Quand c'est trop et quand c'est-tu vrai tout ça? Ils le voient rapidement parce qu'ils sont tellement avertis, ils sont tellement, je dirais, conscientisés à l'information, puis traités de l'information rapidement, que ça, ils vont le détecter. Puis évidemment, vous allez voir un peu dans la présentation de Julien là, que la notion du consommateur d'emploi est importante à tenir en compte dans l'ensemble du cycle d'attraction. Donc, ça fait référence à lorsqu'on design notre pub, lorsqu'on va designer notre marketing employeur, il faut en tenir compte. Et dans toutes les étapes de sélection, il faut en tenir compte. Fait que, si vous allez voir, là, tout à l'heure, on va tomber dans des exemples plus concrets, mais ça va être bien intéressant. Fait qu'aujourd'hui, nous autres, là, on veut vraiment que ça soit Julien, un bloc là, bien compris, là, on ne met pas d'argent dans les médias tant et aussi longtemps qu'on n'a pas capté cet élément-là. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, ce chercheur d'emploi-là, il n'est plus comme avant. Il est vraiment rendu un consommateur d'emploi avec toutes les particularités que ça peut impliquer. Fait que Julien, je pense que je ne sais pas si j'ai oublié des petits bouts là, ou quoi que ce soit, n'hésite pas à venir compléter. Là. Ça met vraiment bien la table. Puis quand on parle de rapidité, d'instantanéité, on voit beaucoup des robots maintenant qui répondent sur les pages d'entreprise des employeurs. Avant, c'était beaucoup pour le produit, mais maintenant, c'est autant le recruteur. On voit quand le recruteur est en ligne, on peut lui parler, lui poser des questions. Il est vraiment devenu accessible autant sur LinkedIn. Ça a changé la donne. C'est tellement rapide de poser la question puis d'avoir la réponse que quand on n'a pas cette option-là, c'est facile de passer au prochain employeur qui, lui, m'a répondu plus rapidement. On va le voir aussi dans l'expérience candidat un peu plus loin, là, mais c'est vraiment la réalité d'aujourd'hui. Donc, on arrive dans la culture d'entreprise. Je ne veux pas prendre trop de temps à la culture parce qu'on entend beaucoup parler. On pourrait prendre 1 heure juste sur ce sujet-là, mais je veux au moins mettre la table pour qu'on parte sur une même base. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est que vous travaillez déjà dans une entreprise, vous en avez mis une sur pied. Fait qu'il y a déjà une culture dans vos milieux de travail, qu'on le sache ou pas. Elle est là, elle existe. Puis, en fait, la culture d'entreprise, c'est d'être capable de répondre à c'est comment travailler dans votre organisation. C'est cette réponse-là qui va nous permettre de savoir c'est quoi notre culture. On pourrait la poser à différentes questions. On aurait des réponses différentes à chaque personne qu'on va interroger, mais c'est de trouver une espèce de point commun au travers de tout ça. Fait que c'est quoi la culture? En fait, c'est nos valeurs qui vont guider nos comportements, nos décisions. Ça peut être la mission aussi. Est-ce qu'on adhère à cette mission-là en tant qu'employé? La vision aussi. Est-ce que ça va rejoindre nos aspirations? Est-ce qu'on se voit vraiment évoluer, être le leader mondial dans mon secteur d'activité ou ça peut être d'être plus proche de sa communauté, etc. Ça va être nos pratiques de travail aussi, comment on va gérer le quotidien, les technologies ou même notre environnement de travail. Si on pense aux jeux vidéo, on a un exemple déjà concret en tête. Ça peut être même la reconnaissance des employés performants, monétaires ou non monétaires. Si on parle de reconnaissance, il y a diverses façons de reconnaître nos employés. Donc, la culture d'entreprise, c'est vraiment comment on le vit, comment tu décris à ton ami. C'est le fun de travailler chez Jobilico parce que c'est cette réponse-là qu'on veut aller chercher. Donc, j'arrive déjà un peu plus dans le cœur de la présentation par rapport à la proposition de valeur. La proposition de valeur, en fait, c'est qu'est-ce que je retire, moi, en tant que salarié qui donne ma performance de travail à toi, employeur. What's in it for me? C'est ça qu'il faut répondre à cet endroit-ci. Puis en RH, surtout en recrutement, il y a beaucoup de proximité avec le marketing. Ce n'est pas pour rien que je suis avec Stéphane aujourd'hui. Donc, on parle surtout de proposition de valeur en marketing, mais ça fait vraiment du sens à notre action parce qu'au lieu de s'adresser à un marché client, on s'adresse plutôt à un bassin de talent. Donc, quel genre d'employés on veut dans notre entreprise, qui en a besoin à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment du marketing RH.
Donc, notre proposition de valeur, je commence par des éléments à considérer. J'ai mis à la fin une diapo remplie d'éléments à considérer. J'ai mis quelques exemples ici. Puis je sais que ma diapo est chargée. J'hésitais, est-ce que je la réduis? Mais je voulais vraiment la garder pleine pour que ça vous serve comme outil, pour que vous partiez à quelque chose si vous voulez travailler là-dessus de votre côté. Fait que je sais que c'est un peu beaucoup de texte. J'en suis conscient. Je stand by ma décision d'en mettre beaucoup. Donc, éléments à considérer, on pense rapidement à salaire, avantages sociaux. Oui, OK, une rémunération compétitive, mais il y a beaucoup plus que ça. Par exemple, la liberté, l'autonomie dans mon poste, est-ce que je peux agir ou c'est plutôt restreint? L'environnement de travail aussi, à quel point c'est plaisant de travailler chez nous. Ça peut être la flexibilité d'horaire ou le fameux télétravail qu'on entend parler. Ça peut être la raison d'être du poste aussi. C'est quoi l'impact que mon travail a dans l'entreprise? Est-ce que c'est clair? En fait, c'est de répondre, qu'est-ce qui fait que vous aimez travailler dans notre entreprise? C'est cette question-là qui va vous amener, puis d'autres questions qu'on voit un peu plus à droite, qui va vous amener à répondre, c'est quoi ma proposition de valeur? Qu'est-ce que je dis à un candidat qui est intéressé à travailler chez nous? Qu'est-ce que je dis quand le candidat répond au téléphone à mon entrevue téléphonique? Il faut être capable de répondre à cette question-là rapidement, avoir un message clair pour essayer de le convaincre, de le séduire. Puis comment on a bâti notre proposition de valeur, c'est important de prendre le temps d'y réfléchir, puis pas juste sortir des réflexions qu'on a de notre côté en tant que gestionnaire. Il faut faire une revue de notre marque employeur pour commencer. On va en parler un peu plus tard, Stéphane va présenter la marque employeur. Mais il faut faire une revue de qu'est-ce qu'on a sur notre site web, qu'est-ce qu'on a écrit déjà sur nos réseaux sociaux, notre page carrière, c'est quoi notre mission, notre vision, nos valeurs, est-ce qu'on a déjà ça en place? Fait qu'on fait vraiment une collecte d'informations pour arriver à se faire une idée de qu'est-ce qui est déjà en place. Donc, on part de là. Ensuite, c'est d'identifier des éléments que nos employés et nos gestionnaires ont soulevés en one-on-one, par exemple, en sondage anonyme, en entrevue de départ, peu importe. Il faut aller parler à nos gens pour essayer de comprendre, eux, c'est qu'est-ce qu'ils aiment de notre entreprise. Fait qu'on fait ressortir les principaux éléments de ces discussions-là, de ces recherches-là. Puis ensuite, il faut prendre en considération, bien sûr, notre budget. Qu'est-ce qu'on a comme budget pour mettre en place? Parce que c'est facile de se perdre puis de mettre beaucoup d'argent, puis finalement que ça soit déconnecté, notre réalité, notre culture d'entreprise. Mais il faut prendre en considération quand même notre budget par rapport à ce qu'on veut offrir comme proposition, puis aligner avec nos priorités de l'organisation. Où est-ce qu'on se voit comme organisation? Est-ce qu'on veut être les meilleurs? Est-ce qu'on veut se tenir dans le milieu? Il y a différentes façons de se positionner. Puis finalement, on sélectionne les principaux éléments qui nous distinguent en tant qu'employeur. C'est quoi notre proposition de valeur? Puis c'est important de ne pas se perdre aussi dans nos éléments. Je pense qu'un 5 maximum pour avoir un message clair et être capable de le communiquer facilement, c'est vraiment la base. Puis j'ajouterais aussi que notre proposition de valeur, elle peut varier avec le temps, dépendamment du cycle économique. Est-ce qu'on est en plein emploi comme aujourd'hui ou le marché est vraiment en faveur de l'employeur? Ça peut être aussi, si on a eu une forte croissance, bien, de notre bassin avec qui on a sondé précédemment, bien, il a changé. Il faut s'ajuster au travers le temps. Puis, quelques questions à se poser pour faire notre sélection, en fait, c'est notre persona, c'est qui notre bassin de candidats à qui on s'adresse, nos fameux soudeurs ou conseillers service à la clientèle, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'eux, ils recherchent en général? Qu'est-ce que nos hauts performants, qu'est-ce qui est important pour nos hauts performants, ceux qui se performent vraiment bien, qu'on ne veut absolument pas qu'ils partent, on va les cibler eux directement. Ensuite, on interroge la majorité de nos employés, bien évidemment. Qu'est-ce que font nos compétiteurs aussi? C'est important de se comparer avec eux. Puis ensuite, on va être capable de dire, est-ce qu'on est capable de se différencier d'eux, d'offrir quelque chose de différent? Par exemple, on entend vacances illimitées, on entend du 4 jours semaine. Est-ce qu'on est capable d'offrir ça? Est-ce que nos compétiteurs le font déjà? Est-ce que ça nous aiderait vraiment? C'est possible pour nous? Ensuite, est-ce que c'est durable ce qu'on veut offrir? Par exemple, le télétravail, là, c'est facile de l'offrir en pandémie, mais est-ce qu'après, ça va être possible? Si oui, bien parfait, ça peut être une proposition de valeur, mais sinon, bien, il ne faudrait pas en parler tout de suite parce qu'on va attirer des gens qui resteront pas. Finalement, est-ce que notre offre est alignée avec notre culture d'entreprise? Est-ce que ça fait du sens chez nous d'offrir ça ou pas du tout? Il faut juste s'assurer que ça soit cohérent avec notre culture d'entreprise. J'ai un exemple que je veux vous montrer. Là, j'ai un peu de manipulation à faire.
c'est le bout que je suis plus stressé. Est-ce que je vais être capable de repartager mon écran facilement? J'arrive pas à sortir de là. Stop share, new share. Je vais l'avoir ici. Parfait. Est-ce que ça fonctionne, Stéphane? Vois-tu la bonne chose? Ben, moi, je vois une image qui dit lettre de notre équipe. Là. Parfait. Mission réussie. Donc, j'ai un exemple de Mirego, une entreprise que je suis de loin quand même, là, mais que j'admire beaucoup dans leur effort de culture d'entreprise. Puis je voulais vous partager un exemple assez concret, facile aussi à comprendre de ce que c'est. Donc, c'est une lettre qu'un des cofondateurs a envoyée à l'ensemble de leurs employés. C'est public, ce n'est pas une information confidentielle que je vous partage aujourd'hui, c'est facilement trouvable sur le web. Donc, leur proposition de valeur, en fait, eux, c'est d'être les meilleurs. Ensuite, ils expliquent c'est quoi être le meilleur. Donc, c'est de bâtir le meilleur endroit où travailler. Donc là, on pense tout de suite à l'environnement de travail. C'est leur premier point. Ensuite, attirer les meilleurs ou bâtir une équipe. Donc, on pense à les compensations, le salaire, avantages sociaux. On veut que ce soit au top parce qu'on attire les meilleurs. C'est sûr qu'ils vont avoir des autres attentes. Ça va être les opportunités d'apprendre aussi avec des collègues qui en veulent tout autant que moi. Ensuite, on pense à pour être les meilleurs, pour faire les meilleurs produits et ainsi avoir le genre d'impact que nous souhaitons avoir sur le monde. Bien là, on pense à la carrière, le challenge, l'innovation, aller plus loin. C'est aussi simple que ça, leur proposition de valeur, c'est 3 phrases qui expliquent simplement qu'est-ce que. Imaginez-vous appeler un candidat et dire bien, chez nous, on veut être les meilleurs pour ces 3 raisons-là. Notre message il est clair, il est facile à transmettre. Peu importe à qui, comme gestionnaire ou comme recruteur qu'on va parler, on va être capable de bien présenter notre proposition de valeur. Puis ces 3 points, ça n'a pas coûté 50 000 en marketing à mettre sur pied cette marque employeur-là, cette proposition de valeur, pardon. Ensuite, il reste à la communiquer, à la faire vivre, mais la proposition est très claire, plus facile. Ah, vraiment pas obligé. C'est pas obligé que ce soit compliqué. Ça va être vraiment super simple. Exact. Donc là, je reviens à mon présentation. Ça fonctionne ici. Sans vouloir amener Julien à aller voir d'autres profils pour migrer d'une fenêtre à l'autre. Un peu plus tard, après la présentation, vous irez voir sur le site de Jobilico. Il y a plein d'entreprises qui affichent leur profil employeur. Vous irez voir le profil employeur de Jobilico. C'est un petit texte de 2-3 paragraphes, vraiment super simple. Ça n'a pas pris 3 ans à écrire. Là. Mais, ça vient un peu asseoir qui on est Jobilico. Pour vous dire que bien que Julien ait voulu vous démontrer avec beaucoup de phrases, comme il disait dans ces 3 blocs, là, il y avait beaucoup d'informations. En bout de ligne, il faut que ça soit simple. Parce que la personne, elle cherche l'authenticité, elle cherche une information qui est rapide à intégrer, qui est facile de trouver et qui est rapide à intégrer. Il faut que ça soit simple, mais basé sur la réalité. Puis qu'est-ce qu'on veut en tant qu'organisation, parce que c'est facile de se perdre puis de mentionner un peu n'importe quoi qu'on ne sera pas capable de faire vivre. Julien, je pense que je viens de capter une question d'Alexandra qui dit « Comment décrit-on un persona et qu'est-ce qu'on décrit? » Tu veux que je me lance puis tu complètes? Oui. En fait, c'est super intéressant la question, Alexandra. Le persona, c'est méga important. C'est méga important parce que le persona d'un soudeur versus le persona d'un directeur marketing versus le persona de tout autre poste peut être effectivement très différent. Puis, moi, souvent, lorsque je me fais poser cette question-là, j'ai souvent tendance à repartir des gens, des employés alentour de moi. Je repars des gens qui sont alentour de moi parce que c'est le plus réel que je peux utiliser pour construire mon persona. Fait qu'on le fait, nous, on le fait, Jobilico, on a créé des personas pour nos entreprises. Donc, on a vraiment pris des visages de clients, on a vraiment décortiqué c'était quoi leur formation, c'était quoi leur background. On dit, tel client, nos clients de 20 à 50 employés et plus, elle s'appelle telle personne, elle a tel poste, elle a tel genre d'études. Puis là, après ça, on a décortiqué le persona entre
Voici ses peines, voici qu'est-ce qu'elle trouve difficile dans le jour, voici quel genre de solution elle fait, voici comment elle cherche son information sur le web, voici qu'est-ce qui est important pour elle. Fait que pour trouver cette information-là, on a même appelé des clients pour leur poser ce genre de questions-là. Fait que moi, comme le webinaire porte sur le recrutement, je présume que ta question des personas porte sur comment faire le persona des employés qu'on recherche. J'aurais tendance à faire ça avec mes propres employés. Fait que si je cherche les soudeurs, j'aurais tendance à mapper sur un mur là, différentes caractéristiques des soudeurs qui m'entourent dans ma boîte. Puis là, j'aurais tendance à dire, OK, qu'est-ce qu'ils recherchent sur Google, mes soudeurs? Sur quels sont les sites ou les groupes qu'ils suivent sur Facebook? C'est-tu des groupes de motoneige? C'est-tu des groupes sont-ils inscrits à des groupes de cuisine? Qu'est-ce qu'ils recherchent ces gens-là lorsqu'ils vont sur le web? Parce que bien souvent, de plus en plus, les chercheurs d'emploi d'aujourd'hui ne cherchent plus. Les gens sont presque tous en emploi. Les différents postes sont tous en emploi. Donc, ils ne sont pas nécessairement dans un mode de recherche d'emploi. Fait qu'il faut arriver devant eux à un autre stade de leur cycle de vie. Fait que si les gens se cherchent une formation sur une nouvelle machine en soudure ou sur une nouvelle technologie, il faut quasiment apparaître là. Mais ça, ce n'est pas de l'information qui est reliée au recrutement. Là. On est peut-être plus en mode formation. Fait que les gens recherchent la formation. Les gens s'intéressent à des nouvelles techniques de soudure, etc. Fait que j'aurais tendance, à dépeindre les personas des gens que je veux recruter sous cette forme-là pour tenter de découvrir c'est quoi leur processus. Ils se promènent où sur le web, ces gens-là? Ils recherchent quoi? Pour tenter de venir me placer là à des moments précis. Fait que je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alexandra. Puis on parle beaucoup de stay interview. On parle avant des entrevues de départ, mais maintenant, on parle des entrevues ponctuelles sur des gens qui sont encore en poste. Fait qu'on s'assoit avec eux et on leur pose des questions. Qu'est-ce que tu consultes? Où est-ce que tu allais quand tu recherches des emplois? Qu'est-ce qui est à la mode maintenant dans ton domaine? On peut poser ce genre de questions-là à nos employés, puis d'être capable de bâtir notre personnel. On a déjà les gens en place, on n'a pas besoin de se creuser la tête puis de faire des théories de notre côté. On peut aller valider sur le terrain qu'est-ce que nos gens en parlent, qu'est-ce que nos gens disent, mais on peut aussi en entrevue savoir où est-ce que tu as trouvé, quel site d'emploi tu consultes. On peut leur poser ce genre de questions-là pour arriver à le bâtir, le personnel. On n'a pas les réponses à tout présentement. Puis je dirais de ne pas bâtir un persona pour chaque poste différent. Là. Je pense qu'on peut regrouper par catégorie d'emploi ou viser des postes qui sont le plus durs à combler chez nous, puis d'arriver avec un 3-4 personas maximum, puis dépendamment de la taille de l'entreprise, bien sûr. Là. Puis d'être capable de dire pour tel type de poste, voici ma stratégie de recrutement, ça va être quoi? Puis de mettre ça sur pied ensuite. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, merci. Parfait. Quelque chose à ajouter d'autre là-dessus, Stéphane, ou on passe non, je pense que ça fait le tour de ta... Parfait. Est-ce que mon écran, c'est encore bon? Je pense que oui. Parfait. Donc, c'est à toi, Stéphane. Non, c'est encore à moi. Oui, je pense que c'est encore à toi. Comment un candidat se fait une idée de qui on est? C'est simplement pour garder à l'esprit que ça joue à deux, le recrutement. Le candidat averti, on a parlé, le consommateur d'emploi, où est-ce qu'il va chercher l'information dans notre section carrière, si on en a une. Il y a beaucoup d'informations qui se retrouvent là sur notre page web. Nos affichages d'emploi, il y a beaucoup de textes aussi décrits là, des photos des fois sur nos médias sociaux, des articles aussi dans les journaux qui ont été écrits sur nous, des sites d'évaluation des employeurs comme Glassdoor pour ne pas le nommer. Le bouche-à-oreille aussi, c'est tous les endroits où est-ce que le consommateur d'emploi va aller pour se faire une idée de qui on est, fait qu'il arrive à préparer l'entrevue, oui, mais il y a aussi qu'il faut, avec le narratif, c'est le nôtre, c'est nous qu'il faut dire aussi qu'est-ce que ça ressemble à quoi travailler chez nous, pourquoi tu devrais travailler chez nous, c'est nous qu'il faut l'écrire puis le diffuser aussi, cette information-là, pour qu'ils retiennent la bonne chose sur nous, puis de brander notre entreprise, pour qu'on attire les bonnes personnes. Fait que simplement, le but de cette diapositive-là, c'est de garder en tête que c'est le narratif qui est à nous. C'est un peu moi qui... C'est à mon tour, là, c'est bien ça? Exact. Fait qu'un peu pour venir compléter ce que Julien vient de mentionner, je voulais un peu résumer cette première partie-là de Julien en disant, par rapport à la marque employeur, pour moi, là, ce qui est important lorsque je fais une marque employeur, c'est je fais une marque pour conquérir un public cible.
en marketing, c'est une étape extrêmement importante. Alexandra l'a bien dit, c'est quoi mon persona? Comment est-ce que je fais pour identifier la personne que je veux bien cibler? C'est quoi ses besoins? C'est quoi qu'elle recherche? Elle magasine comment sur le web? Super important. Et après ça, bien, c'est quoi mon image? Qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi mes messages? Les mots que je vais utiliser pour capter l'attention de cette personne-là. Puis moi, là, ça, c'est quelque chose qui est super important là, depuis que j'entends le mot marque employeur. Souvent, les gens vont partir dans ce processus-là, puis vont concentrer leur énergie seulement sur les gens qui veulent recruter. Puis ils vont omettre, je pense, la partie la plus importante, là, qui est la marque employeur pour nous autres, là, c'est en premier lieu pour les employés. Il faut absolument que la marque employeur, elle vienne des employés, puis qu'elle soit vécue par les employés au jour le jour. Sinon, là, votre marque employeur va se ramasser, va être utilisée en mode publicité de recrutement, etc., etc. Puis là, les gens vont arriver dans l'organisation, là, puis dès les premiers instants, la marque employeur ne sera pas trop perçue ni vécue. Ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Fait que là, moi, là, je vous le dis, là, dans les processus de travail que vous allez faire pour définir vos textes là, puis votre approche, là, assurez-vous que ce que vous écrivez, c'est vécu sur le terrain. C'est vraiment vécu pour le terrain. Puis là, il y a une slide qui va arriver plus tard dans notre présentation, mais je pense que je vous en parle quand même tout de suite, là, parce que le meilleur levier pour moi, pour donner vie à votre marque employeur, c'est qu'elle passe et elle soit créée par vos gestionnaires. Ça, c'est méga important. Il n'y a pas aucune boîte de pub qui va créer une marque employeur, qui va prendre vie dans l'organisation, qui va prendre vie dans le marché, si elle n'est pas véhiculée au jour le jour par vos gestionnaires. Le contremaître, le chef d'équipe, le directeur de ci, le directeur de ça. Regarde, ça, moi, c'est la slide, à mon avis, la plus importante. C'est la slide là, où c'est vraiment la clé de voûte un peu de toute votre stratégie de recrutement. Parce que lorsque le candidat va arriver là, dans votre organisation, là, je prends souvent l'exemple, on avait un client qui se cherchait un électromécanicien, puis ça semble être une denrée assez rare dans plusieurs régions. Là. Puis je me disais, mais quand tu as réussi à attirer l'attention d'un électromécanicien qui travaille déjà quelque part, qui a déjà un bon salaire et des bonnes conditions, là, tu réussis à attirer son attention, puis tu réussis à le convaincre de venir chez vous en formation, en entrevue. Là. Mais quand il arrive dans la réception, là, ben là, je suis en mode pré-pandémie, dans le sens où il n'y a pas de mesures sanitaires, rien de ça. Mais quand il arrive dans la réception de votre organisation, de votre entreprise, est-ce que, exemple, il va être accueilli? Est-ce qu'il va sentir qu'il est désiré? Est-ce que la personne de la réception, elle a été préparée que dans cette journée-là, il y a des entrevues, puis que les candidats qui viennent, ça fait longtemps qu'on les cherche. Fait qu'il faut qu'ils soient bien accueillis. Il faut que les gens ils se sentent. Là, je commence à tomber un peu dans la partie de Julien, mais c'est là que l'expérience candidat commence à faire effet. Mais moi, le gestionnaire, là, il peut toucher aussi des postes comme le réceptionniste ou la personne à la réception. Fait que pour moi, c'est un élément hyper important dans la marque employeur. Fait que tu peux revenir un peu en arrière, Julien. Je suis désolé, là, j'ai joué un peu dans l'ordre des choses. Là. Ça, c'est mon style. Ici, là. Tu peux rester là, puis je vais te faire avancer. Fait que la marque employeur, premièrement pour vos employés. Fait que, si j'avais un budget de 10 $ à mettre sur une marque employeur, là, j'en mettrais minimalement 60% du budget serait dédié à faire vivre ça à l'interne. À préparer ça pour l'interne. Après ça, évidemment, la marque employeur va servir pour attirer les futurs employés. Ça, j'en conviens. Ça, c'est aussi une partie super importante du pourquoi on fait une marque employeur. Mais après ça, je n'oublierai pas non plus la notion d'ambassadeur. Fait que tout acteur qui tourne en entour de notre marque, ça devient, Alexandra, les ambassadeurs des personas également que tu dois identifier. Fait que oui, tu as tes employés sur lesquels tu vas regrouper en catégories pour te faire des personas, mais dans tes personas, n'oublie pas non plus les gens qui gravitent alentour de ton organisation. Que ce soit des fournisseurs, que ce soit des acteurs socio-économiques comme une chambre de commerce ou des MRC. C'est des gens qui doivent devenir aussi des porte-parole de ton organisation.
Mais pour qu'ils deviennent, il faut qu'ils soient identifiés, il faut qu'un message soit designé pour eux, puis il faut qu'ils soient activés comme ambassadeurs. Donc, c'est vraiment là, un réseau d'acteurs qui doit être bien compris et utilisé. Ce n'est pas quelque chose qui va venir naturellement. Là. C'est peut-être qu'il y a une certaine époque, l'aspect naturel des choses, c'était correct, mais là, dans un contexte de pénurie d'emploi, où c'est vraiment sévère les pénuries, on doit vraiment passer en mode d'attaque et en mode stratégie marketing beaucoup plus agressif. Fait que les ambassadeurs sont une catégorie de personas, pour reprendre le terme d'Alexandra, super important. Fait que tu peux passer un peu à la prochaine slide. Ici, c'est pour résumer un peu, tu sais, quand tu as dit que ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'était pour résumer un peu l'approche de Julien, où, à mon avis, moi, une marque employeur, ça repose sur 2 piliers. Il y a des éléments qui sont tangibles, c'est concret, c'est le salaire, c'est les avantages, c'est le plan de carrière, c'est les horaires flexibles, l'équipement moderne, la responsabilité sociale, l'implication dans son milieu. Puis, un paquet d'éléments qui sont intangibles, la vision, nos valeurs, l'ambiance de travail, la bonne réputation. Fait que d'après moi, une marque employeur, c'est composé des deux. Un ne va pas sans l'autre. Juste parler du tangible, il va manquer quelque chose. Parce que le consommateur d'emploi, souvenez-vous qu'il répond à un besoin. Là. Il cherche un produit, il cherche un employeur qui est un produit qui répond à des besoins bien spécifiques. Fait que la notion d'intangible est importante, mais la notion tangible est également à ne pas dédaigner. Vous irez voir là, les offres d'emploi sur Jobilico. Vous irez voir la séquence d'informations qu'on a placées. Ça, c'était basé sur des études faites auprès de nos candidats. Là. Puis ça détermine l'ordre dans lequel, quelle information ils recherchent en premier, qui a le plus de valeur pour eux. Puis la première information qui a le plus de valeur pour eux, là, peu importe le poste, c'est salaire et avantages sociaux. Puis salaire, là, ça, là, c'est une... Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est une espèce de... Je ne sais pas pourquoi, en fait, je le sais, mais je ne sais pas pourquoi on n'ose pas mettre le salaire. C'est un des éléments déclencheurs, c'est un des éléments qui va amener un consommateur d'emploi, un candidat qui est en processus de réflexion, là, à agir, à ouvrir l'offre d'emploi et la regarder, à s'y intéresser. Fait que le salaire est un élément extrêmement important, puis pourtant complètement sous-utilisé, pour plein de bonnes raisons depuis les 30 dernières années en ressources humaines. C'est un débat que j'ai souvent avec plusieurs équipes de ressources humaines, là, mais souvent, ils ne veulent pas dévoiler, ils ne savent pas s'ils sont forts dans le marché. Mais tu sais, là, on est en pénurie de candidats. Là. Puis on va l'être encore pour un bon 5, 10, 15 ans. Là. Fait qu'il faut vraiment recruter différemment. Il faut sortir de la boîte. Là. On ne peut plus penser comme il y a 30 ans. Là. On n'y arrivera pas. Fait que ça, le salaire, là, c'est sur certains sites d'emploi, là, si le salaire est indiqué ou il y a une notion de salaire, une braquette salariale de quoi que ce soit, votre poste va monter dans le ranking dans la page. Ce n'est pas actuellement ce qui se passe sur Jobilico, mais il y a des partenaires, il y a des sites de recrutement actuellement là, au Canada où le salaire apparaît, votre poste apparaît en haut. C'est pour vous montrer l'importance de certains éléments par rapport à l'intention de recherche des candidats. Parce que la façon dont le web fonctionne, on veut amener du contenu, une qualité de contenu. Pour nous, le mot qualité, c'est est-ce que l'information dans l'offre d'emploi répond à l'intention de recherche? C'est vraiment là-dessus qu'on est. Là. Fait que si la personne tape soudeur Portneuf, ou si on veut vraiment lui amener l'information la plus près possible de ce qu'il veut. Et je vous le dis, le salaire vient toujours en premier. Fait que dans la marque employeur, c'est à ne pas dédaigner. C'est la plus grosse contradiction. Là. C'est un paradoxe incroyable. Oui, on sait que ça fonctionne, on sait que c'est ce que les candidats veulent, mais c'est difficile à faire passer à l'interne de partager le salaire. Ouais. On peut passer à la prochaine slide. Ici, c'est un exemple d'un site que j'aime bien qui s'appelle Du Breton, c'est-à-dire, mais je voulais un peu vous poser la question puis vous confronter un peu. Aujourd'hui, en 2021, dans toute la pénurie de talent qu'on a, puis etc., si je vous disais, qu'est-ce qui est le plus important? Encore une fois, j'ai mon fameux 10 $ à investir. Là. Vous mettez votre argent à attirer du monde ou tenter de les convertir? Qu'est-ce qui est le plus important dans votre processus? Là?
Puis là, c'est vraiment important parce que ça va au-delà juste du site web, parce que ça vient même toucher les prochaines. Ça ouvre un peu la porte à ce que Julien va vous présenter, là. Mais c'est extrêmement, extrêmement important de bien comprendre ce phénomène-là. Imaginez-vous, je vais vous donner un exemple, une analogie, là. Imaginez-vous que vous ouvrez une boutique de chaussures, là, puis on n'est pas en mode pandémie, évidemment, là, mais vous ouvrez une boutique de chaussures. Est-ce que vous l'ouvrez sur une rue très passante ou vous l'ouvrez dans un quartier résidentiel? Ah, bien sûr, vous allez choisir une rue super passante. Est-ce qu'on prend la rue super passante ou on prend un centre d'achat dans lequel il y a déjà des gens en mode achat? Les gens se présentent là et sont déjà dans un mode achat. Et là, on est plus dans le mode attraction. La partie conversion sur le web, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que la personne est sur le site, est-ce que c'est facile d'appliquer? C'est quoi les étapes? C'est quoi les informations qu'on me demande pour appliquer? Puis là, j'ai vraiment beaucoup d'exemples. Des fois, sont un peu paradoxales, mes exemples, mais je vais vous en donner quelques-unes. Je vois souvent, on voit de plus en plus des gens utiliser, exemple, Facebook pour pouvoir faire un post sponsorisé où on dit, on présente un post. Bien souvent, on prend une photo d'un employé actuel, là, puis j'en ai encore vu cette semaine là, d'une entreprise de transformation alimentaire, super grosse, une belle image, quelque chose de super beau, là. Puis, il y a quelques mois de cela, j'ai fait un test. J'ai dit, si l'entreprise paye pour mettre cette pub-là sur Facebook, il y a des frais, là, ça coûte cher. Là. Chaque clic coûte cher. Le temps il n'est pas donné sur ces plateformes-là, là, autant que sur Jobilico. Comme je vais aller voir si ils ont adapté leur processus de recrutement, puis ils vont mettre l'effort. Tu sais. Là, je me disais, je vais aller voir s'ils considèrent l'aspect du consommateur d'emploi, qui veut que ce soit facile, rapide, que ce soit aussi facile d'appliquer que d'acheter un produit sur Amazon. Je vais aller voir ça. Fait que là, je tape sur la chose, j'ouvre, je pense que c'était postuler maintenant ou inscrivez-vous, on en savoir plus. Fait que là, je fais là-dessus. Déjà, il y a un formulaire. Mon nom, mon numéro de téléphone, je pense qu'il me demandait mon courriel. Puis là, à ce moment-là, il ne me demandait pas mon CV, là, mais là, bien souvent, ils vont le demander. Ça, je vous tiens un peu en haleine là, par rapport au mot CV. Fait que là, il me demande mon nom, mon cell, puis je pense que c'est mon courriel également. Puis j'ai fait par exprès pour cliquer sur le mot postuler à 5h30 du soir, à 17h30. Je vais voir, est-ce qu'ils vont considérer qu'un chercheur d'emploi d'aujourd'hui, le consommateur d'emploi, lui, il veut de l'information puis il veut interagir on the spot. Il ne veut plus attendre. On ne peut plus attendre en recrutement 24, 48, 72 heures. Si on se présente devant quelqu'un, si on paye une pub de recrutement, dites-vous que le consommateur d'emploi, il peut acheter son épicerie en ligne à minuit du soir, à 3 heures du matin. Il peut acheter n'importe quel produit sur Amazon dans les 24 heures d'une journée. Puis, si le produit n'arrive pas dans les 2-3 jours, il devient impatient. Fait que le consommateur d'emploi, il a une certaine impatience à réagir, à se faire répondre. Fait que là, j'ai cliqué sur le fameux post sur Facebook et ça a pris, j'ai eu la réponse, je pense, le lendemain après-midi. Okay? Puis le post, là, c'était un post d'électromécanicien. Donc, c'est un poste où le recruteur qui a mis son argent là-dessus, il sait que c'est un poste extrêmement rare, que s'il y a un clic d'un électromécanicien, c'est quasiment un miracle qu'il y ait un clic. Donc, il se dit, écoute, normalement, dans ma tête à moi, c'est un clic que je réponds tout de suite. Où j'ai adapté mon processus de recrutement pour que s'il y a quelqu'un qui clique à minuit du soir, à 10 heures, boum, il y a quelque chose qui va partir de ma part pour dire, OK, hey, tu as cliqué, je peux te faire quelque chose avec toi. Mais moi, quand j'étais vraiment dans ce minding-là, et j'ai reçu la réponse seulement le lendemain après-midi. Fait que moi, je me dis, OK, cette personne-là, elle est consciente qu'elle doit utiliser les médias sociaux pour recruter, mais elle n'a pas pris en compte l'autre aspect, qui est la conversion. Donc, elle a mis beaucoup d'efforts dans son attraction, elle avait une belle image, elle a investi, mais elle a complètement oublié l'autre côté qui est tout aussi important, sinon plus, qui est l'aspect engagement-conversion. Puis je ne parle pas d'un poste de journalier de production, là, non, je parle c'est un poste d'électromécanicien. C'est pour vous montrer à quel point le consommateur d'emploi, là, la notion est super importante. Puis sur Jobilico, là, on fait beaucoup de tests. Là. Des fois, là, on va prendre une offre d'emploi comme telle, là, on va juste changer le petit bouton de 2 pouces dans l'écran pour mesurer si c'est plus facile pour les gens de cliquer ou non. On est vraiment rendu là.
Fait que, peu importe si vous êtes une petite boutique située au centre-ville ou une manufacture dans le coin de Port-Neuf, ou peu importe quel type que vous êtes, on a aujourd'hui les capacités de jouer avec ces éléments-là, puis il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Puis je pense que Julien, tu vas en parler un peu plus dans ta prochaine slide, là, où on doit, tout au cours du processus de sélection, là, garder le fameux consommateur d'emploi là, sur le bout de sa chaise. Il faut le garder engagé. Il faut toujours le nourrir. Il ne faut pas l'amener dans une étape de sélection. Il repart, puis il n'a pas vécu quelque chose. Il faut tenter tout le temps de le tenir occupé parce que lui, il consomme, il cherche un produit, là, il veut que ça soit vite, comme sur Amazon. Fait qu'il faut vraiment se mettre dans ce mode-là. Et Julien, je ne sais pas si j'ai bien fait le tour. Je rajouterais le type d'emploi aussi qui est souvent sous-estimé ou qu'on est trop créatif sur le type d'emploi. Tu sais, on en parle, la rapidité, facile de trouver l'information, mais le type d'emploi fait en sorte que c'est facile ou non de tomber sur ton offre d'emploi. Fait que, tu sais, les ninjas de je ne sais pas quoi ou les titres qui ne veulent absolument rien dire à l'externe parce que c'est un titre que vous utilisez uniquement à l'interne, ça ne fonctionne pas. Vous ne réussirez même pas à aller chercher l'attention du candidat ou vous ne sortirez pas dans les moteurs de recherche, vous allez vraiment loin des résultats. Fait que le type d'emploi a tellement d'importance, c'est quelque chose de souvent sous-estimé parce que c'est simple, on ne réfléchit pas trop, mais il faut vraiment prendre de l'importance. Puis moi, je m'amuse souvent à changer de type d'emploi, même sur nos affichages. J'essaie un titre, la semaine d'après, j'essaie un autre titre pour voir qu'est-ce qui convertit le mieux. Tu sais, est-ce que j'ai plus de... Sur mes visites versus le nombre d'applicants, est-ce que ça a mieux fonctionné ou ça a moins bien fonctionné pour essayer de trouver le meilleur titre possible? Ouais, puis je reviens à un petit exemple sur le CV. Là. Ça me fait réfléchir à ce que je voulais vous dire. Moi, je suis un fervent défenseur. Là. Je suis un fervent défenseur, puis j'essaie de voir comment est-ce que je pourrais même modifier Jubilico un jour pour y arriver. Là. Mais j'aimerais tellement ça qu'on puisse vendre notre entreprise, vendre un poste à un candidat sans devoir lui demander qu'il m'envoie un CV dans la première étape. On peut-tu commencer à interagir avec la personne, puis se mettre en mode séduction, puis commencer à s'échanger l'information sans exiger un CV? Moi, je pense que c'est un gros frein à l'engagement. Parce qu'il y a plusieurs catégories de postes où les gens, là, il faut se mettre dans le mode que les gens, ils travaillent, puis il n'est peut-être pas si à jour que ça, leur CV, puis ils ont juste un téléphone dans les mains là, pour appliquer, puis se véhiculer d'un poste à l'autre, d'un employeur à l'autre. C'est peut-être pas si facile que ça et rapide de mettre un CV à jour et d'appliquer sur un poste avec un téléphone et télécharger un CV. Fait que moi, ça, là, pensez à ça dans vos postes. Là. Dans les premières étapes, serait-il possible d'amener le candidat en entrevue, puis il l'amènera son CV. Là. On va le valider au téléphone ou à travers différents processus. S'il a les aptitudes d'être un soudeur, laissons faire le CV. Parce que je pense que ça devient un frein important dans cette nouvelle époque de pénurie d'emploi, puis que les gens ont beaucoup de choix. Là. Fait que plus ça va être facile, plus ça va être rapide, je pense que ça va donner un élément qui va venir favoriser votre processus versus un autre pour un candidat. Un candidat va aimer la facilité. Il n'aimera pas que ça va être trop compliqué. Puis je ne dis pas qu'il faut évaluer. On avait souvent tendance à dire, mais si un candidat, il met l'effort, il fait une lettre de présentation, ça démontre à quel point il veut travailler. Oui, ça, je suis d'accord avec ça, mais je pense que ça, c'était une pensée d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, il faut penser différemment. Il faut mesurer cet aspect-là d'une autre façon. Parce qu'on est en compétition avec d'autres employeurs, qu'eux, ils ne font pas ça. Ils ne demandent pas une lettre de présentation, un relevé de notes puis un CV sur 3 pages. Puis plus c'est facile, mieux ça va aller. Ouais. Mais ça sort des conventions. J'en conviens, ça sort des conventions. Donc, le fameux effet Amazon, on en parle depuis tout au long de la présentation, vous allez voir. En fait, c'est simplement une image qu'on voulait vous, une comparaison, pour que ça soit frappant pour vous de parler de l'expérience candidat, en fait. Donc, c'est comment ça fonctionne Amazon, c'est qu'on recherche un produit qu'on veut, on tombe sur la fiche produit, on a des photos, des commentaires, on a la date de livraison estimée. On sait exactement qu'est-ce qui s'en vient quand on achète un produit sur Amazon. Puis c'est ça qu'on veut reproduire dans un processus de recrutement. Donc, on recherche avec le type d'emploi, bien entendu. Donc, c'est important, on le dit déjà. On arrive sur l'affichage d'emploi, on a toute l'information nécessaire. Tant mieux si on a déjà des photos.
de ça ressemble à quoi travailler chez nous. On a notre liste d'avantages sociaux. On peut aller voir sur Google les avis qu'ont les candidats ou les employés sur nous. Donc, c'est le même principe voilà, qu'Amazon qu'on veut reproduire. Puis, ce qui est souvent négligé, c'est la réponse après avoir postulé. J'envoie mon CV, puis c'est un trou noir. Je ne sais jamais ce qui arrive. Est-ce que je suis encore considéré? Est-ce que j'ai été refusé? C'est quoi l'étape, le processus de recrutement chez nous? Le parcours d'embauche que j'ai mis une capture d'écran de... c'est notre plateforme Jobico, en fait, mais c'est simplement parce que c'était l'image que j'avais à portée de main. Fait qu'une fois que j'ai postulé, c'est est-ce qu'on le mentionne aux candidats dans notre offre d'emploi ou dans notre page carrière? C'est quoi notre processus? Est-ce qu'il y a un test psychométrique? Est-ce qu'il y a un test technique? Est-ce qu'il y a simplement une entrevue en personne puis c'est réglé? Il faut être mis au courant parce qu'on aime ça, avoir l'information à portée de main, comme on a mentionné dans le consommateur d'emploi. Une fois que j'envoie mon CV, est-ce que j'ai une réponse automatique qui va me dire « On a bien reçu ton CV, merci ». Est-ce que c'est un courriel que j'envoie directement au candidat si je n'ai pas le temps de le contacter tout de suite? Combien de temps j'attends après avoir reçu le CV avant de le contacter? On en a parlé tout à l'heure avec Stéphane, mais j'ai vu un sondage passer sur LinkedIn la semaine passée, puis il y avait 1550 répondants. Puis ça s'adressait à des recruteurs, des gestionnaires d'entreprise. Puis la question était en moyenne, combien de temps s'écoule entre le moment où quelqu'un dépose sa candidature et qu'une offre d'emploi formel lui soit offerte dans son entreprise? Pour la majorité des postes, là, 48 des gens mentionnent 2 semaines et plus. C'est énorme le temps le temps que j'ai postulé puis reçu une offre. J'ai eu le temps de m'avoir trouvé 3 emplois d'ici là. Donc, imaginez le nombre de temps et d'énergie qui a été gaspillé à faire tout ce qu'on a mentionné depuis le début de la présentation pour le perdre. La conversion, on l'a eu. On a eu un petit miracle qui s'est produit. On a eu une entrevue, il s'est présenté, on n'a pas été ghosté. Puis là, j'attends 1 semaine et demie avant de faire une offre formelle parce que je ne sais pas la raison. C'est énormément de temps perdu ici. Puis on comparait avec l'année passée dans ce même sondage-là, puis ça a diminué un peu le temps, mais on est encore loin dans la même semaine ou dans les 2-3 jours sur le spot, là, dépendamment des postes. Fait qu'on est encore vraiment loin dans notre façon de faire sur qu'est-ce qui devrait être fait pour avoir la meilleure conversion possible. Donc, être tenu au courant tout au long du processus, c'est vraiment important. Parce que ça va vite, le marché de l'emploi. Tu sais, moi aussi, ça m'arrive d'être ghosté. Quand on parle de ghosté en recrutement, c'est qu'on a contacté la personne, on l'a booké en entrevue, puis il ne se présente jamais, puis on n'a aucun signe de vie de la personne ensuite. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Là. Il y a différents trucs pour passer au travers, mais la rapidité, c'est vraiment ce qui est important. Puis je voyais encore ce matin un article qui remettait en question la rapidité versus la marque employeur, qu'est-ce qui était le plus important. Je ne pense pas qu'on est rendu à dire que la marque employeur a plus sa place, là, mais dépendamment des postes qu'on recrute, la rapidité est vraiment plus importante parce que le candidat, il va recevoir une offre demain matin, on ne sait pas, par une autre entreprise, ou il est déjà en processus, puis on arrive un peu tard. C'est vraiment une course contre la montre. Fait que quelques trucs qu'on peut faire, c'est vraiment confirmation de réception de CV. C'est quand même un minimum si c'est une boîte courriel que le candidat envoie son CV ou sur votre site web directement. Ça peut être automatisé ou pas. Mentionner est-ce que le candidat a été rejeté ou pas, dépendamment de l'étape. Une fois qu'il a posé son CV, une fois qu'il a fait l'entrevue, souvent, ce qu'on entend, c'est que je n'ai pas de nouvelles jamais. Qu'est-ce qui arrive avec ma candidature? Donc, c'est facile de décrocher. Puis ça nuit aussi à notre image en tant qu'employeur, notre image de marque. Il se passe quoi avec « j'ai fait une entrevue avec toi, j'ai passé 1 heure de ma vie avec toi, puis j'ai jamais de retour ». C'est assez plate comme résultat que ça donne puis que ça laisse au candidat. Voilà. Ces candidats-là, Julien, là, deviennent des ambassadeurs négatifs. C'est super important. Là, on embauche une personne, sur 5, on en embauche juste une, mais les 4 autres repartent avec en plus de ne pas avoir été choisis, repartent peut-être avec une impression négative. À combien de personnes ils vont en parler? Exact. Que notre processus est un peu tout croche, c'est trop long, ils n'ont pas eu de réponse, ils n'ont même pas eu de reconnaissance après l'entrevue. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les gens sont des ambassadeurs assez performants. Puis on ne sait pas si ce candidat-là, il ne faisait pas aujourd'hui, mais dans 2 ans, il serait rendu à un bon endroit. Mais ça m'arrive souvent de rappeler des candidats avec qui j'ai parlé des années précédentes. Puis il y a une stat intéressante que je trouvais aussi, c'est 4 candidats sur 5, donc 78 mentionnent que
l'expérience du candidat global qu'ils ont reçu est un indicateur de comment l'organisation traite ses employés. Fait qu'il ne faut pas attendre à ce qu'on ait embauché l'employé pour commencer à appliquer notre culture d'entreprise et à la faire vivre. À chaque étape du processus, qu'on a une occasion de séduire le candidat puis de montrer ça ressemble à quoi chez nous. Ça va même avec l'appel téléphonique. Comment on agit avec les candidats? Est-ce qu'on est froid? Est-ce qu'on est distant? Il faut vraiment que ça soit cohérent tout au long parce que sinon, on n'attirera pas la bonne personne en place. Fait que c'est vraiment important de coacher nos gestionnaires, ceux qui font les entrevues, le processus de recrutement ou le recruteur, c'est une personne pour s'assurer qu'on ait un tout cohérent. Et Julien, je vois qu'il est 9h48, là, il reste à peine 10 minutes avant la fin. Fait que je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent déjà nous poser des questions ou échanger avec nous. Là. Je pense qu'on est pas mal rendu vers la fin de la présentation. Anyway. Exact, on est rendu à la période de questions. Super, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'on a tous beaucoup appris. Puis on s'est sûrement reconnus aussi à quelques moments, soit en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Je vais vous inviter à nous poser vos questions là, soit dans le chat, soit dans le question-réponse. Les deux fonctionnent. On a accès à tout. Fait qu'on va rester le petit 10 minutes qui reste. Donc, n'hésitez pas. Là, ça peut être aussi des cas concrets. Là, on peut échanger sur comment ça se passe chez vous. Si vous voulez qu'on revienne sur certains aspects, si vous avez des questions techniques ou précises, là, on peut aussi répondre à tout ça. Donc, on va vous laisser un petit moment pour écrire vos questions. J'en profiterai aussi pour mentionner que je suis tombé sur une conférence de l'Université Laval qui vont donner prochainement. Je pourrais te partager le lien, Pascal, si jamais. Je pourrais le coller directement dans le chat, en fait. C'est une conférence sur stratégie de recrutement de la relève universitaire, aborder la rédaction d'offres attrayantes, puis des bonnes pratiques aussi. Là, fait que je vais mettre l'offre de la conférence dans le chat. Oui, super, merci. Il ne semble pas y avoir de questions. Oui, en attendant qu'il y ait des questions aussi, juste pour terminer les dernières minutes, j'aimerais ça peut-être vous entendre sur comme les dernières tendances en recrutement. Je pense beaucoup là, aux commerçants que j'accompagne, qui utilisent beaucoup évidemment les médias sociaux pour afficher les postes qu'ils ont à recruter. Est-ce que c'est une pratique qu'on devrait encourager? Qu'est-ce que vous voyez passer là, dans l'industrie? Bon, en fait, là, ce qui est important de voir en termes de recrutement, c'est vraiment l'aspect de stratégie marketing produit. Il faut vraiment appliquer les mêmes stratégies marketing au recrutement que ce qu'on ferait pour vendre nos produits ou nos services. Une stratégie de base en marketing, ça utilise un mix média diversifié. Fait que la notion d'avoir un calendrier de marketing diversifié avec différents véhicules de communication est super important. Et super, super important. Mais à première vue, j'aurais tendance à tenter de trouver où sont les endroits où se regroupent des gens qui sont dans l'intention de recherche d'emploi. Fait que vraiment cibler des endroits où les gens sont déjà dans cette intention-là. Parce que c'est vraiment difficile de les trouver. Fait que c'est des places, quand je dis ça, c'est des places comme Jobilico, des centres d'achat comme Jobilico, des sites de cette manière-là. Au moins, si quelqu'un est déjà dans l'intention, hop, il va te voir. Automatique. Je comprends. Plus que sur une plateforme vraiment propre à l'entreprise comme ces médias sociaux où on a peut-être plus un bassin de clients et pas nécessairement de candidats potentiels, même si ça peut déjà être des bons ambassadeurs de marque. Oui, non, mais je pense que c'est important d'être aux deux. Mais premièrement, là, cibler les endroits où les gens sont dans l'intention de recherche d'emploi. Après ça, j'irai déployer de l'énergie sur ce que tu viens de dire, soit sur des pages spécifiques à l'entreprise comme telle. Mais c'est important que quand on commence à utiliser les réseaux sociaux, tels que Facebook, LinkedIn, des choses comme ça, c'est des réseaux sociaux où la façon de l'utiliser va influencer la perception des gens qui vont le regarder. Donc, si tu fais des posts une fois ou deux par année ou à tous les 3 mois, tu vas laisser sous-entendre que tu es une entreprise qui n'est pas actuelle, qui ne sait pas utiliser ça. Ça va déjà donner une image quelconque de ce que tu es. Fait que quand tu commences à embarquer là-dedans, il faut vraiment que tu sois conscient de « OK, il faut que j'aille régulièrement. Il faut que je fasse des choses qui soient belles. Ça prend des belles photos. Ça prend des choses vraies. Ça prend du texte actuel, etc. etc. » Fait que l'utilisation de l'outil
devient quasiment un outil, une façon de juger l'organisation. OK. Fait qu'il faut être prudent quand même avec ça. Ouais. Mais en même temps, si on fait cette stratégie-là, c'est qu'on pense que ça va être important pour nos candidats, notre bassin de talent, ça va être important pour eux. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont cette stratégie-là, puis ils ont d'autres stratégies. C'est juste que si on y va, c'est on y croit, on pense que ça va avoir une valeur ajoutée. Fait que là, oui, c'est important de l'entretenir, mais lancez-vous pas là-dedans si vous ne pensez pas que ça va être pertinent pour vous. Là, je fais une question d'Alexandra qui semble dire « Je trouve difficile de convaincre la direction d'être plus rapide dans notre processus de recrutement. Quel élément devrais-je mettre de l'avant pour que le processus soit plus rapide? » Je vais lancer une réponse, puis Julien, tu pourras prendre la balle au bon. Là. Moi, j'aurais tendance à ramener dans les premières étapes de sélection le gestionnaire qui recherche cette personne-là. Je le ramènerais quasiment à la première étape. Ouf! Pour qu'il tombe qu'il porte un jugement, puis qu'il tombe rapidement en amour avec le candidat que tu lui amènes. Pas que ça passe 2-3 étapes de recrutement. Julien, je ne sais pas si tu as un commentaire à ajouter. Oui, moi, j'essaierais de mesurer c'est quoi la perte de candidats que tu as à chaque étape du processus pour que ça soit concret, puis dire, ben regarde, dans le dernier mois, j'ai perdu 4 candidats parce que ça a pris tant de temps avant d'avoir une réponse du gestionnaire. Fait que de le mesurer, je pense que ça va être concret, puis ça sera pas... Mettre une valeur monétaire à ça, là. C'est ça, ça ne sera pas juste le recruteur qui dit que je ne retourne pas assez vite les appels ou mes courriels sur un candidat. Puis, ça serait aussi de faire une entente avec l'ensemble des gestionnaires. Bien, il faudrait que ça vienne de la direction, mais de dire, bien, on s'entend qu'après une entrevue, après tant de jours ou après tant d'heures, il faut avoir un retour du gestionnaire puis s'entendre sur une espèce de SLA. Je n'ai pas le terme en français, mais un retour dans les temps requis pour essayer d'avoir une base, que ce ne soit pas juste toi qui est tannant ou tannante à tout le temps demander aux gestionnaires, parce que je le vis aussi, là, on veut toujours avoir une réponse rapide, puis les gestionnaires sont occupés sur d'autres choses, mais d'en faire leur priorité, de s'asseoir sur le délai qu'on a convenu ensemble, puis d'exiger un retour dans les temps. Ce n'est pas juste toi, ça vient de l'organisation qui s'est entendu sur un délai. Que ça répond bien à ta question, Alexandra, tu peux juste nous l'écrire dans le chat. Super, merci. Si on n'a pas d'autres questions, je vais conclure avec cette question-là. Donc, je vais vous repartager là, évidemment la présentation et le lien vers la réécoute par courriel. Donc, le courriel que vous aviez laissé dans votre inscription à la conférence de ce matin. Puis, je vais aussi vous rajouter le lien que Julien nous a partagé là, pour la conférence du SPLA pour faciliter le recrutement. Donc, vous allez avoir toutes ces données-là entre les mains. Puis, n'hésitez pas là, à nous écrire si jamais vous avez besoin de plus de détails ou d'informations. Ça va nous faire plaisir à Marc-Philippe et moi de vous répondre. Donc, je vous invite aussi en finissant là, toujours à aller visiter notre site web de Virage numérique. Et merci encore à Stéphane et à Julien pour votre présentation. Je pense qu'on a tous beaucoup appris. Ça nous a sorti un peu de notre zone de confort, puis c'est parfait. Il faut aussi s'ouvrir aux autres enjeux que les entreprises vivent. Donc, merci beaucoup de votre présence ce matin. Hey, c'est super le fun. Merci à vous autres. Merci. Au revoir. Bye bye.